Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du mois de mars. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous suggérer des thèmes pour ce mois-ci. Bien entendu, nous avons choisi celui des femmes. En effet, le 8 mars dernier s'est tenue la Journée internationale des droits des femmes. Une bonne occasion donc pour discuter des sujets d'actualité liés à la lutte féministe qui, bien entendu, ne se résume pas à une journée. Le 8 mars, c'est tous les jours. Et l'émission, c'est maintenant. C'est parti! Pour cette première rubrique, nos super reporters se sont rendus sur place pour interviewer des rugby women, pour les questionner sur leur rapport à leur corps, à leur force et à la pratique du sport en équipe féminine. C'est parti! On nous pose la question, mais vous faites des vrais mêlées et vous plaquez pour de vrai? Oui, on a mal au cervical le lendemain, il n'y a pas de souci. Je suis plutôt d'une famille de rugbyman, donc mon père, mon oncle jouaient. Et en fait, mon père a emmené mon frère aîné son premier entraînement de rugby et il m'a pris dans la voiture avec moi et c'était parti. Moi j'étais en prépa à Pau, dans le sud-ouest, et du coup on avait rugby le mercredi, c'était la seule pause et il n'y avait que ça, donc on a essayé, ça m'a plu. Et après on m'a recruté quand j'étais à l'universitaire et voilà, c'est arrivé jusqu'à Stade Français. Moi je faisais d'autres types de sports avant, c'est mon prof de lycée, on a fait une section rugby pour le bac, qui m'a dit que j'avais le gabarit pour jouer au rugby et j'aimais bien le côté physique, tactique. Mes parents m'ont soutenue et j'avais un pote qui était en espoir au Stade Français justement qui m'avait toujours dit qu'il fallait que je me mette au rugby. Et non, moi j'ai jamais ressenti de barrière ou de frein. Moi je pense que la seule barrière que j'ai eue c'était justement quand j'ai commencé toute petite à 7-8 ans. Mon père était très content que je vienne jouer. Et ma mère a un peu mis les freins sur le fait qu'une petite fille, c'était pas forcément le sport sur lequel il fallait commencer. Et puis finalement, maintenant, elle est très contente qu'on rejoue. Ma sœur s'y est mise aussi et c'est complètement passé ce côté-là. Oh, ma mère a fait un gros blocage sur le rugby. Mais sinon, après, non, c'est... Si, il y a forcément des réflexions qui sont pas toujours très agréables venant d'hommes, notamment. Mais après... Moi, je sais qu'au lycée, j'étais un peu complexée sur ma taille, sur la taille de mes cuisses. Et en fait, j'ai débarqué dans le rugby où finalement, c'était... L'atout principal qui m'a permis d'accéder à un certain niveau, c'est que ça permet vraiment d'aimer plus facilement son corps, je pense. Ça m'a permis de me rendre compte que ton corps de femme, il est aussi un outil de performance et de réussite. Que c'est pas juste t'es une fille, donc voilà, t'es une fille, tu fais du cliché, hein, mais tu fais de la danse, tu vois, dans des trucs très, très féminins et un peu plus gracieux que le rugby. Et je trouve que c'est vraiment là aussi la beauté du rugby, c'est que finalement, tous les corps ont leur place, que ça soit la petite rondelette à la grande toute mince, à la petite hyper sèche, etc. Tout le monde a sa place et du coup tout le monde peut s'épanouir dans le corps qui est le sien. Et c'est ça qui est génial. Comme dit, on en a qui font 50 kilos tout mouillés dans l'équipe et il y en a qui font 110 kilos et tout le monde a sa place. Et ça permet vraiment de s'accepter, de voir la diversité des corps parce que le vestiaire est ce qu'il est. Et du coup, on voit plein de corps différents, on se dit chacun le sien et tout se passe bien, quoi. C'est très intéressant de justement côtoyer des filles que finalement, avec nos études, avec nos métiers, avec notre culture, on n'aurait pas rencontré autrement. Et aujourd'hui, moi je me suis rendue compte dans l'affaire d'autres sports que ça donne quand même une aisance globale, tu vois, dans le physique. Et moi, ça m'a quand même vraiment donné confiance en moi, physiquement en tout cas. Je trouve même mentalement finalement d'être capable de prendre un peu de recul sur soi, de se dire voilà, là ça a raté pour ça, maintenant qu'est-ce que je mets en place pour que ça ne rate pas. On se rend compte au fur et à mesure de ce qu'on est capable de faire. Jouer 80 minutes, 3 week-ends de suite, au début t'arrives, tu te dis je vais jamais y arriver, et puis finalement comme t'es obligé de le faire, tu le fais, tu te poses pas de questions et ça se passe très bien. Moi ça te permet de te dépasser en fait. Ouais, c'est ça. Et quand j'étais petite, je pense que ça m'aurait plu de faire du rugby, mais j'en ai jamais fait parce qu'il n'y avait pas de filles dans les équipes de rugby, c'était pas proposé en tant que tel en fait, même si mes parents m'auraient jamais empêché, je pense, de faire du rugby. Aujourd'hui, le fait de voir aussi plus de femmes, notamment avec la médiatisation du rugby féminin, c'est bête, mais je pense que ça pousse aussi certaines filles à peut-être demander à aller faire du sport. Juste pas oublier qu'il faut faire ce sport juste pour le plaisir qu'il apporte, pour le dépassement de soi et pas pour autre chose. T'as envie de faire du sport en fait. Oui, voilà, faut un peu désexualiser le rugby féminin, le rugby masculin. En fait, on est là pour jouer au rugby, point barre.
Pour cette rubrique, nos reporters ont décidé d'enquêter sur le scandale de Libération qui, le jour des droits de la femme, a publié en une le témoignage d'un violeur. Ils ont donc décidé de s'informer sur le traitement médiatique des violences faites à l'encontre des femmes. Vous pouvez voir. Le 8 mars dernier, journée internationale des droits de la femme, le journal Libération a publié en une la lettre d'un violeur à sa victime, ce qui a pu provoquer de vives réactions. Nous sommes allés vous demander votre avis sur le sujet. Surtout entendu parler de la polémique, je suis moins Libération que les réseaux qui s'en sont plaints. Je suis très sensibilisée, mais je lis pas Libé. Et je n'ai pas eu de contre-coup de Libé. On a trouvé ça assez aberrant, on avait discuté justement, parce que le seul jour où la parole des femmes est mise à l'honneur, on met la parole d'un violeur à l'honneur. On reste dans ce schéma d'invisibilisation des victimes et on se met toujours dans les chaussures de l'agresseur, alors que ça contribue à la culpabilisation des femmes, des victimes. Choquant. C'est choquant. C'est choquant et c'est inadmissible. Je sais pas si ça va apporter quelque chose au débat, mais c'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu... La lettre d'un violeur, c'est assez spécial, mais il faut voir sous quel angle ça a été abordé en fait. J'ai pas été surprise parce que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive et qu'on peut pas forcément en attendre moins venant d'un média aussi traditionnel et ancien. Même si Libération c'est relativement moderne et ouvert d'esprit, on va dire, c'est peu surprenant venant d'un média aussi traditionnel. Je trouve que ça contribue encore à cette histoire de chercher des excuses et je sais pas, de créer une forme d'empathie avec le violeur. Pour dire quoi? Un témoignage, je sais pas qu'est-ce que ça apporte. À la société, je vois pas. S'ils veulent témoigner, c'est pour se défendre, c'est pas pour se repentir. Personnellement, je pense que si une victime partage cette opinion, c'est qu'il est valable. Par contre, moi je pense que même si le fait que les violeurs témoignent, c'est important parce que ça permet de montrer que ça peut être n'importe qui. Ce qui est vraiment important, c'est que les victimes témoignent, qu'elles racontent leur situation de viol si elles en ont envie, qu'elles décrivent à quel point c'est dur de s'en sortir, à quel point c'est dur d'avancer après, les moyens qu'elles ont dû entreprendre pour s'en sortir. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui. Malgré toute la mobilisation qu'il y a derrière de la part des femmes en règle générale et de certaines militantes qui sont un petit peu des moteurs, je trouve qu'au final les choses bougent pas tant que ça. Elles se révoltent en ce moment les femmes. Après, médiatiquement parlant, non, pas du tout. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. On est négligés. Beaucoup même. Pas une évolution des traitements médiatiques, c'est plutôt une évolution des médias qui fait que, en fait, les médias, encore une fois traditionnels comme les journaux, la télé, etc., même s'ils essayent de diversifier leurs sujets et de diversifier les faits d'actualité, etc., au final, ils font le même traitement encore et encore, comme on l'a vu avec le fait d'inviter des violeurs, le fait d'inviter des agresseurs, etc. Par contre, je trouve qu'il y a de plus en plus de médias qui sont beaucoup plus modernes et qui, eux, pour le coup, font les bons choix. Alors après, c'est plus des médias qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube, enfin sur des médias plus modernes, plus actuels. Donc je pense que ceux-là, ils ont une vraie évolution médiatique et que c'est vers ceux-là qu'il faut se diriger. Mais malheureusement, ceux qui font le plus de bruit et les médias les plus suivis, non, ils ont toujours la même approche médiatique et ils savent pas faire en fait. Ils essayent mais ils savent pas faire et au final, ça donne des choses comme ça qui sont relativement violentes et paradoxales. Les médias mainstream, donc je vais pas dire de nom, mais la télé en général, je trouve qu'ils minimisent. Les médias qui sont plus traditionnels, qui vont adoucir les angles, qui vont pas banaliser, mais qui vont donner des excuses, qui vont trouver des... Voilà, ça dépend quel média. Alors je pense pas que c'est une banalisation des violences. Par contre, ils ont mis l'accent sur la mauvaise personne à présenter et sur les mauvais témoignages. J'ai eu l'impression qu'ils voulaient défendre la mauvaise victime. Ouais. Eh mademoiselle, je vous jure, vous êtes aussi fraîche qu'un Mister Freeze. 06 ou...
fétide, la note subtile pour des déplacements tranquilles. Demandez conseil à votre pharmacien. Dans cette dernière et troisième rubrique, nos reporters ont décidé de retracer pour vous les démarches effectives pour achever sa transition identitaire au niveau étatique. L'objectif, informer les personnes intéressées sur les différentes étapes à suivre et montrer à quel point ce type de démarches peuvent être longues et fastidieuses, alors même que la transidentité devient un enjeu essentiel de nos sociétés. Regardez. Une enquête réalisée en 2020 par l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, dresse le bilan qu'entre le 21 septembre 2020 au 23 octobre de la même année ont été relevés 159 propos sexistes, 66 séquences LGBT-phobes et de très nombreux propos racistes au sein de l'émission la plus écoutée d'une des premières radios de France, RTL. Le 14 mars 2021, l'ancien présentateur de cette même émission, Philippe Bouvard, dans un éditorial appelé « À mon humble avis », énonça pendant près de 3 minutes un discours rempli de propos transphobes. Tels que par exemple « Faut vraiment que la nature soit bonne fille pour se laisser pousser aussi souvent la moustache et pour troquer sa poitrine contre un pénis. » Après cette déferlante de haine anti-LGBT, partons aux Pays-Bas où vient d'être élue à l'Assemblée en mars 2021 la première députée transgenre de l'histoire du pays, Lisa Van Gienken, qui est membre du Parti démocrate néerlandais. Ses principales luttes concerneront par exemple la protection des données numériques, ainsi que l'émancipation et la protection des personnes LGBT, dont le choix libre et indépendant de sexe indiqué sur les documents officiels. Cette dernière procédure est aujourd'hui connue sous le nom de changement d'état civil, encore impossible dans de nombreux pays, dont 13 considéreraient en 2019, selon un rapport de l'Association internationale de personnes LGBTI, la transidentité comme officiellement illégale. Même si le cas de Lisa Van Gieken nous prouve le contraire, de très nombreux décideurs politiques ne sont pas impactés par la problématique du changement d'état civil, qui reste encore très compliqué pour les personnes trans. Ainsi, Télé Sorbonne a eu la chance de rencontrer une concernée dans la procédure et dans la lutte de la standardisation pour que les personnes trans puissent changer d'état civil avec plus de facilité. Nous avons donc interviewé une bénévole dans l'association ANT, Association Nationale Trans, et coprésidente de Contact Moselle, Mika Allison, qui nous éclaircit sur la procédure du changement d'état civil qu'elle-même est en train d'effectuer. Moi, j'ai fait des démarches de changement de prénom à l'état civil et mon dossier de changement de mention de sexe à l'état civil est en cours de finalisation. C'est des dossiers qui peuvent être assez compliqués à monter. L'ANT apporte un support aux personnes qui souhaitent entamer ces démarches. Il y a un support qui est déjà informatif sur le site. Depuis 2016, le changement de prénom est facilité, il se fait en mairie. Il y a un formulaire qui est déjà réétabli. On va expliquer donc pourquoi on souhaite demander un changement de prénom et d'ajouter à cette demande de preuves qu'on utilise ce prénom. Et puis des témoignages également, d'une mairie à l'autre. L'accueil ne va pas du tout être le même. Il peut y avoir des mairies aussi qui, en dépit de la loi, demandent des justificatifs médicaux, alors que les justificatifs médicaux ne sont pas un motif valable de refus. Sinon, le dossier est transféré au procureur de la République et très souvent, l'avis est négatif. Donc, il y a des officiers d'état civil qui vont considérer que comme ils ont vu une personne dans la même démarche qui a fourni un justificatif médical, tout le monde devrait en fournir un, sinon la démarche n'est pas légitime, ce qui est totalement illégal. En France, si on souhaite un changement de mention de sexe à l'état civil sur l'acte de naissance, il faut solliciter cette demande auprès des tribunaux judiciaires, donc anciennement tribunaux de grande instance, avec la constitution d'un dossier qui est beaucoup plus lourd et qui dépend là vraiment beaucoup des situations des individus. La quantité de pièces qui va être demandée n'est pas la même. Et puis, on est sur des délais de traitement qui sont entre 4 et 8 mois. L'ANT milite pour une déjudiciarisation des changements d'état civil. On ait des procédures qui puissent se faire à la mairie avec des dossiers simplifiés. Ainsi, contrairement à ce que disait Philippe Bouvard le 14 mars, il n'est pas si simple de changer d'état civil. Mais sans opération, un transgenre peut prétendre à un changement d'état civil. Il faut simplement qu'il apporte la preuve avec photos et témoignages de proches à l'appui qu'il ne vit pas de la même façon. Et encore plus, lorsque la loi n'est pas respectée par les personnes impliquées dans le processus de changement d'état civil. Refus sous prétexte d'un document non obligatoire manquant ou même par pure discrimination, les procédures peuvent être entravées par de nombreux facteurs qui ralentissent encore et toujours les démarches et dont les conséquences peuvent être graves pour la personne qui en est victime, pouvant être accusée d'usurpation d'identité si le document administratif ne coïncide pas avec la réalité des choses.
C'est donc une procédure qui nécessite réellement une facilité pour les personnes trans. Merci d'avoir regardé cette télémission. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires à toutes les informations qu'on vous a transmises et à répondre à notre sondage sur Instagram pour le choix du thème du mois prochain. Bye!